d'être en Tunisie. En général, je suis en Tunisie pendant la période estivale et c'est un vrai plaisir pour moi d'être en Tunisie pendant cette période. Et avant de commencer mon exposé, je voudrais remercier d'abord les organisateurs de ces journées cloud computing. Donc aujourd'hui, je vais parler de cloud gaming. Je suis en fait maître de conférence à l'Université de Paris 13, enseignant-chercheur au laboratoire L2TI. Donc c'est le laboratoire de traitement transmission de l'information à l'Université de Paris 13. Pour ceux qui ne savent pas, Paris 13 est au nord de Paris, à 10 minutes en train de Paris. Et puis depuis septembre 2012, je suis en délégation INRIA à l'INSA Lyon, au sein d'une équipe qui s'appelle Urbanet, et on travaille au sein de cette équipe sur tout ce qui est Smart Cities. Donc aujourd'hui, je vais parler en fait de cloud gaming. Alors souvent, quand je dis que je travaille un peu sur les jeux, parfois on pose la question, est-ce que vous travaillez sur la théorie des jeux? J'en fais un tout petit peu, mais non, je travaille sur les jeux, on va dire la version un peu plus fun, donc plutôt les jeux vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, au sein du laboratoire L2TI, il y a deux équipes. Il y a une équipe image et une équipe réseau. Donc l'équipe image est spécialiste en traitement d'image, en évaluation de la qualité de l'image ou de la vidéo. Donc il y a des collaborations avec eux. Et un des thèmes un peu fédérateurs, c'est le multimédia. Et par ailleurs, il y a aussi un bassin autour de l'Université de Paris 13 dans lequel il y a pas mal d'entreprises de jeux vidéo et puis une industrie du cinéma qui est là-bas. Donc on est un peu orienté sur le multimédia. Donc voilà, donc je travaille un peu sur les jeux vidéo depuis maintenant 7 ans. Et depuis à peu près 2 ans, on entend parler de plus en plus de cloud gaming. Il y a pas mal de choses qui sont liées à ça. Et l'objectif de mon exposé aujourd'hui, c'est de faire un focus sur cette application, parce que quand on parle de cloud computing, comme l'indiquait hier Raouf, il y a des choses qui ne sont pas tellement nouvelles. Ce qui a un peu changé, c'est le business model, mais aussi ce qui est un peu nouveau, c'est l'usage qu'on en fait, et notamment les applications qui émergent derrière le cloud computing. Et à mon avis, les jeux vidéo constituent un bon exemple, parce qu'on va voir que ce sont des applications extrêmement contraignantes en termes de qualité de service. Et il peut aussi y avoir, comme je vous montrerai peut-être tout à l'heure, certaines désillusions concernant le cloud computing. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a forcément des verrous et donc des thématiques de recherche qu'on peut traiter. Donc, pour être un peu pareil, voici le plan de mon exposé. Je vais d'abord commencer par présenter le contexte. Je ne sais pas si tout le monde est un peu familiarisé avec les architectures des jeux vidéo. Donc, je vais un peu présenter ça. Je vais expliquer comment ça fonctionne dans un schéma classique. Et puis, je vais expliquer comment on est venu au cloud gaming. Donc, on va voir qu'en fait, il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs aspects. Je présenterai les différents verrous par rapport à ce qui existe actuellement et notamment donc derrière cela les opportunités de recherche. Et enfin, une petite présentation sur nos travaux. Alors, je n'ai pas malheureusement, Raouf hier a présenté des résultats. Nos travaux sont encore récents, donc je vais donner les directions qu'on a entreprises et puis les publications, j'espère, vont venir bientôt et puis on mettra ça en ligne. Et puis je vais finir à la fin par une petite conclusion et perspective. Alors pour commencer, donc, je vais rappeler un peu les principes de base du jeu vidéo. Vous avez des joueurs, une console de jeu. Alors je parle essentiellement évidemment là du jeu en ligne. Donc 2 personnes qui jouent, une console de jeu, un réseau et puis un serveur qui va héberger le jeu. Et concrètement, ce qu'on a, c'est des joueurs qui accomplissent un certain nombre d'actions avec par exemple leur manette. Donc les différentes actions des joueurs sont envoyées en ligne. Elles arrivent au niveau du serveur et dans la majorité des jeux, ce serveur va calculer de façon périodique l'état du jeu. Ça veut dire quoi, calculer de façon périodique l'état du jeu? Ça veut dire que dans le monde virtuel, il va se dire, tiens, tel joueur a fait telle action. Par exemple, imaginons un jeu de course automobile. Le joueur a appuyé sur une touche à droite, son véhicule doit tourner à droite. Peut-être qu'il y a un autre véhicule juste à côté, ils vont rentrer en collision. Donc, il y a un calcul sur le nouveau état du jeu, donc la nouvelle donne, ou en tout cas la nouvelle consistance du monde virtuel. Et ce calcul se fait de façon périodique. Donc cette période-là peut être ajustée, paramétrée quand on installe son serveur de jeu. Et ensuite, le serveur va envoyer en retour des informations sur le nouvel état du jeu. Donc les informations qu'il va envoyer, ce sont concrètement les positions, par exemple, des objets virtuels. Donc il va lui indiquer, voilà, tel objet qui a tel identifiant, vous devrez l'afficher à tel endroit. D'accord ?
Et lorsque cette information arrive donc, au niveau de la console de jeu ou du moteur de jeu qui est installé sur le client du joueur, eh bien, ce moteur de jeu va faire le calcul pour le rendu vidéo et audio. Donc il va encoder, donc il va déterminer où sont les différents objets, et puis il va faire le calcul du rendu, par exemple 3D, et l'afficher sur l'écran. Et puis s'il y a un son, bien, il va sélectionner un fichier audio quelque part, et puis il va jouer un peu ce son. Donc ça, c'est le principe de base qu'on retrouve un peu partout dans les différents moteurs de jeu, je dirais, classiques. Donc ce modèle de base, en fait, c'est ce qu'on appelle le modèle client-serveur. Et donc, il est composé, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de deux entités. Il y a d'une part le serveur et puis de l'autre part, il y a le client. Alors, comme vous le voyez ici, le serveur, le moteur de jeu donc, du serveur contient plusieurs modules. Donc il y a des modules qui sont responsables du rendu, donc du calcul graphique des 3D, puis il y a des modules un peu plus complexes, notamment tout ce qui est donc cinématique, donc calcul de l'animation. Vous avez deux objets virtuels, ils ont une trajectoire. Il faut calculer cette trajectoire. Si jamais il y a une collision, il faut déterminer quelle est la conséquence de cette collision. Donc il y a des aspects un peu qui sont liés à de l'intelligence artificielle aussi, parce que quand vous jouez parfois contre des vrais joueurs, mais vous pouvez aussi jouer contre des entités virtuelles. Par exemple, un adversaire, hein, on dit la machine. Donc si vous faites une action, bien la machine va réagir, et donc elle va essayer de réagir de façon intelligente pour émuler le comportement d'un vrai joueur physique. Donc il y a des tas de modules qui sont dans le serveur, et notamment, hein, comme vous le voyez, deux boîtes en vert là-bas, réseau, qui sont responsables en fait de la transmission des données. Du côté client, il n'y a pas grand-chose en fait. Il y a le module réseau, le rendu 2D 3D, l'entrée, donc le périphérique de saisie des actions, hein, si on joue avec un clavier, une souris ou une manette de jeu, donc il y a ce périphérique qui va saisir les différentes actions du joueur, et puis éventuellement un petit soft, un éditeur qui permet au joueur, par exemple, de customiser son application. Alors ceci dit, même si en fait, ici en apparence, on a l'impression que la grande complexité, elle est du côté serveur, et c'est le cas effectivement, notamment sur les aspects d'intelligence artificielle, de rendu, etc. Du côté client, il ne faut pas sous-estimer qu'il y a le module de rendu 2D et 3D qui est très consommateur. Et donc vous avez souvent besoin d'une carte graphique puissante si vous jouez à des jeux 3D qui sont très réalistes. Ce que vous avez en bas, c'est un peu le schéma de communication donc entre le serveur et le client, hein, ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Donc le serveur, le client va générer un certain nombre d'actions. Dans la majorité des cas, ces actions-là sont envoyées de façon quasi instantanée. Il n'y a pas de bufferisation. On envoie le plus vite possible parce que ce sont souvent des applications, ou en tout cas des jeux dans lesquels le délai est très important. Il peut y avoir une exception sur des jeux de type stratégie où le délai n'est pas très important, mais sur une bonne partie des jeux, par exemple des jeux de course ou de combat, on veut un jeu réaliste donc qui répond très vite à l'action du joueur. Donc les actions sont envoyées sans bufferisation. Et du côté serveur, on est obligé de bufferiser un peu, de temporiser. Pourquoi? On a une petite fenêtre de temps parce qu'on va recevoir pendant cette période de temps les actions des différents joueurs. On fait un calcul global pour tous les joueurs et puis on envoie à chacun les informations sur l'état du jeu. Donc ça, c'est le schéma le plus classique, le plus simple. Donc je vais juste introduire ici ce transparent où je parle de modèle trafic parce que je reviendrai tout à l'heure sur cet aspect. Et comme on s'intéresse évidemment à la partie réseau, il est important de bien comprendre la nature du trafic qui est échangé. Donc la caractéristique principale ici, c'est que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le serveur envoie vers le client les informations sur le rendu que le client doit effectuer. Donc il lui donne en gros les coordonnées des objets. Qu'est-ce que ça représente en termes de trafic? Il y a deux courbes ici qui représentent cela. D'une part, donc on a dessiné ici, donc sur l'axe des X, c'est le nombre de joueurs dans une partie. On a émulé, on a fait une expérimentation dans laquelle on a un serveur central, un certain nombre de joueurs, on a fait varier le nombre de joueurs. Et on a analysé quel est le nombre de paquets envoyés par le client vers le serveur par seconde. Par seconde.
Et puis le nombre de paquets envoyés du serveur vers les clients par seconde. Donc ce que vous voyez sur cette première courbe, sur la ligne qui est juste ici horizontale, hein, c'est que le nombre de paquets envoyés du serveur vers les clients est stable. Pourquoi? Parce qu'il va le faire de façon périodique, sur une certaine périodicité, bien envoyer ce nombre de paquets vers les clients. Et puis on regarde ici, on voit que le nombre de paquets envoyés par les différents joueurs par seconde augmente en fonction du nombre de joueurs. Ok, alors ça c'est courbe linéaire classique. Hein, alors ce qui est indiqué ici, c'est le trafic agrégé, donc l'ensemble de tous les paquets qui sont envoyés par les différents clients. Ce qui est important, c'est aussi la courbe qui est à droite, qui donne en fait la taille moyenne des paquets générés dans les deux sens. Donc ce qu'on voit ici, c'est que du côté serveur, donc c'est la ligne qui est ici, la taille des paquets qui est envoyée ne varie pas beaucoup. Elle est relative, pardon, c'est le contraire. La taille des paquets qui est envoyée par les clients vers le serveur est relativement stable. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est envoyé par le client vers le serveur, ce sont les actions que les joueurs sont en train d'accomplir. Hein. Concrètement, j'appuie sur la touche à droite, à gauche. Donc le volume de données qui va être envoyé ne va pas changer. Par contre, du côté serveur vers client, on voit que la taille des paquets qui est envoyé du serveur vers les clients augmente en fonction du nombre de joueurs. Pourquoi? Parce que quand on est plusieurs à jouer, la scène, le monde virtuel devient un peu plus complexe, donc la dynamique de la scène devient un peu plus complexe, et donc ça a un impact sur la quantité d'informations que le serveur va envoyer vers les différents clients. Alors ceci dit, l'important là-dedans, c'est que, en gros, en termes de débit, que ce soit du côté client vers serveur ou serveur vers client, on est sur des débits de quelques dizaines de kilobits par seconde. D'accord? Au maximum, quelques centaines de kilobits par seconde. Donc c'est le chiffre à retenir parce que tout à l'heure, quand on va parler de cloud gaming, on va voir qu'on est sur une autre échelle. Donc, si on a une connexion avec quelques centaines de kilobits par seconde, typiquement c'est ce qu'on peut avoir maintenant sur des connexions 3G, hein, on peut très bien jouer sur des architectures de ce type-là. Alors n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, ou si je vais trop vite, n'hésitez pas. Alors donc, ce modèle, c'est vraiment un modèle classique, hein, qu'on appelle modèle client-serveur, est très simple à programmer. On parlait tout à l'heure avec mon collègue, mais vous pouvez donner ça en PFE à des étudiants, ils peuvent vous programmer un modèle client-serveur pour un moteur de jeu assez rapidement. Il n'y a pas grand-chose en fait là-dedans. Ça marche très bien, c'est très efficace, mais ça marche bien pour un petit nombre de joueurs. Et donc, le fait d'ailleurs, je ouvre une petite parenthèse, le fait que ce soit facile à programmer, hein, quand on parle avec des éditeurs de jeux vidéo, on constate qu'un bon nombre d'entre eux développent leur propre moteur de jeu. D'accord ? Certains achètent ce qui existe dans le commerce, mais beaucoup, dans la mesure où ce modèle est très simple, programment leur propre moteur de jeu pour tenir un peu plus compte de la spécificité du jeu ou de la sémantique du jeu qu'ils veulent développer. Mais la partie réseau est assez simple à programmer. Donc il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un standard ou un modèle ou une plateforme qui est plus populaire que d'autres. Okay. Alors ça c'est bien, mais par contre il y a des limitations. La première limitation, ce modèle-là, c'est la sécurité. Il est très facile de pirater, on va dire, le jeu. Ça veut dire quoi pirater le jeu? Ça veut dire qu'il me suffit juste de récupérer quelque part le logiciel, d'installer un serveur et puis jouer avec un groupe d'amis, on va dire de façon complètement transparente par rapport à l'éditeur. Donc il y a un gros problème de sécurité pour ce type de jeu, parce qu'il est très difficile de contrôler la distribution en dehors. Deuxième chose, et c'est l'élément, je pense, central ici, c'est la forte dépendance entre le matériel et le jeu. Ça veut dire que si vous achetez un jeu, concrètement sur un DVD ou autre, vous pouvez l'installer que sur votre PC, à condition d'avoir telle capacité mémoire, telle carte graphique, ou en tout cas telle capacité de carte graphique. Et puis si jamais vous changez de matériel, vous êtes obligé d'acheter un autre jeu. D'accord ? Alors ça, c'est du côté client. Le vrai problème, en fait, il est du côté du développeur. Ça veut dire que pour une entreprise de jeux vidéo, si je veux développer un jeu, je dois développer une variante qui va fonctionner sur, par exemple, une console PS3.
une autre variante qui va fonctionner sur PC, une autre variante qui va fonctionner sur Mac. Et quand je dis différentes variantes, parce que en réalité, quand je vais développer mon moteur de jeu, je vais essayer d'optimiser les ressources que je vais accéder sur chaque type de machine. Et donc sur chaque type de machine, je vais avoir des caractéristiques matérielles très différentes. Donc, pour les entreprises qui vont développer des jeux vidéo, ça veut dire un coût de développement assez important. Il y a une forte dépendance entre le matériel et le jeu. Et par ailleurs, dans de très nombreux cas, si vous êtes éditeur de jeux vidéo, vous développez un jeu, par exemple pour la Xbox de Microsoft, vous allez avoir de la part de Microsoft un accès à l'API qui vous permet de programmer cette Xbox-là, mais on va vous dire, en contrepartie, vous ne développez pas ce jeu-là pour la console Sony. Donc l'éditeur est un peu lié au matériel. Donc il y a une forte dépendance entre les développeurs et la plateforme de développement. Et enfin, un troisième inconvénient par rapport à ce modèle classique, c'est le passage à l'échelle. Il y a des jeux dans lesquels on joue à 4, 5, et puis il y a des jeux maintenant où on peut être très nombreux à jouer, ce qu'on appelle les jeux massivement multijoueurs. Et il y a des jeux comme par exemple EVE Online, où en août dernier, il y a eu un exemple de bataille dans un monde virtuel, un monde spatial, de plus de 200 vaisseaux dans le même jeu. Donc vous avez 2000 vaisseaux dans ce monde virtuel, 2000 joueurs qui sont en train de jouer simultanément dans ce même monde virtuel. Ça veut dire que, en fait, pour calculer la cohérence du jeu, vous allez le faire pour 2000 joueurs et vous devez donner le résultat à chacun en moins de 50 millisecondes pour que le jeu soit encore fluide. Donc ça veut dire que c'est un contexte extrêmement difficile, en particulier si on est sur une architecture client-serveur. Donc si on veut s'affranchir de ce problème de passage à l'échelle, et notamment quand on a des jeux massivement multijoueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être plusieurs centaines, milliers de personnes qui jouent simultanément. Ce qu'on sait faire en informatique, c'est souvent se dire, quand on veut passer à l'échelle, on passe au distribué. On va répartir, on va appliquer la stratégie de diviser pour régner. Et cette solution-là, en fait, ce qu'on appelle les architectures pair à pair, ont émergé au début des années 2000, au milieu des années 2000, au même moment où le pair à pair était à la mode. Donc tout le monde parlait de pair à pair, et puis forcément on s'est dit, tiens, les jeux massivement multijoueurs émergent. Pourquoi ne pas utiliser ce paradigme, justement, pour essayer de l'appliquer et de voir si ça peut fonctionner, et si ça peut donner de bons résultats, notamment pour les jeux massivement multijoueurs. Donc le principe de base est le suivant, ce que j'ai illustré là-bas. Concrètement, le monde virtuel, donc vous imaginez un monde virtuel, par exemple une planète ou n'importe quel autre endroit, ce monde va être partitionné. Donc ce que j'aurais présenté là-bas, ce sont les avatars, donc les personnages virtuels du monde virtuel. Dans ce monde virtuel, il peut aussi y avoir des objets statiques, par exemple des arbres ou des chaises, autre chose, qui peut faire partie de la dynamique du jeu, c'est-à-dire que le joueur peut par exemple se déplacer puis récupérer une chaise et avoir des bonus. Mais il n'y a pas un joueur précis derrière cet objet statique. Et donc le principe est le suivant, donc ce monde virtuel, on va le partitionner, et puis pour chaque joueur, donc chaque avatar va être associé à un joueur, et donc pour chaque joueur physique, on va associer cette partie du monde-là, on va demander à la machine qui est utilisée par le joueur de gérer la cohérence de cette partie du monde virtuel. Donc par exemple, vous avez là-bas un joueur, j'ai représenté donc, avec un avatar manager en rouge, il joue avec le PC qui est indiqué là-bas en rouge. Ce PC qui est en rouge va être responsable de calculer la cohérence de la fraction qui est indiquée ici. Donc en quelque sorte, c'est un peu comme si ce nœud-là devient à la fois client, mais aussi serveur dans le schéma que j'avais indiqué tout à l'heure. D'accord ? Serveur dans le sens où il va calculer la cohérence de cette partie-là du monde. Okay ? Donc ça, c'est le principe de base. Donc ça a plusieurs avantages, évidemment, parce que il s'agit là de répartir la charge du jeu. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on peut avoir une partie dans laquelle il y a 2000 ou 200 joueurs en même temps. Pour calculer la cohérence de ce monde virtuel, on va répartir ce calcul-là sur 200 ou 2000 machines.
Donc on a une plus grande capacité de traitement. Il y a aussi un avantage à cette approche, parce que ce qu'on va faire ici, c'est qu'à partir du moment où on a partitionné ce monde, alors il faut imaginer que ce monde peut être un monde très vaste. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ça peut être par exemple une planète virtuelle ou carrément une galaxie. Donc si vous prenez EVE Online, c'est un jeu qui se déroule dans l'espace et puis vous avez plusieurs planètes. Eh bien, un joueur, par exemple, va être responsable d'une partie de cette planète-là. Et ce qui se passe ailleurs peut être en dehors de la zone de visibilité de ce joueur. Donc le joueur qui est là n'a pas besoin de savoir qu'au bout de l'autre planète, un joueur s'est déplacé. D'accord ? Donc la cohérence du jeu va être calculée localement. Et elle ne sera actualisée que dans la zone dans laquelle le joueur a une visibilité. D'accord ? Donc le joueur qui est là-bas n'a pas besoin de savoir qu'au bout, quelque chose ou un objet s'est déplacé au bout de la map. Okay ? Donc on va répartir et puis on va essayer de tenir compte de la localité de l'information pour éviter de saturer le réseau et d'inonder le réseau par des mises à jour sur des zones qui sont en dehors de la visibilité du joueur. Donc ça c'est le principe. Alors c'est bien, en théorie ça a donné beaucoup de papiers très intéressants, beaucoup de publications et de beaux problèmes d'optimisation. Mais néanmoins, alors je conclue peut-être un tout petit peu trop rapidement sur cette partie pair à pair, c'est resté malheureusement que sur des papiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tas de verrous. Par exemple, l'approche la plus classique pour calculer la cohérence de l'état de jeu, c'est donc de découper ce monde virtuel. L'un des algorithmes qui est le plus utilisé, c'est la triangulation de Delaunay. Donc on va construire ce genre de schéma que vous avez là-bas. Donc ce que vous avez au centre ici, c'est un des nœuds donc, qui va être responsable de gérer le monde virtuel. Et on va dire à ce nœud-là, vous occupez de gérer l'espace le plus proche de vous. Et pour un autre nœud voisin, on va lui dire, vous, l'espace le plus proche du vôtre, vous allez en être responsable. Donc c'est à vous de calculer la cohérence du jeu. Le problème, c'est que ces nœuds peuvent se déplacer. Et si jamais ces nœuds se déplacent, donc ça veut dire que la triangularisation ou les diagrammes ici de Voronoi vont changer de forme. D'accord ? Donc ça va être dynamique. Et donc si on dit que ça va changer de forme, ça veut dire que pour un joueur, il était peut-être responsable de la gestion d'un objet statique. Et lorsque cette forme va changer, il va être responsable d'un autre objet statique. Et il devra communiquer cette information-là vers les autres joueurs. Donc, la triangulation de Delaunay, elle est intéressante parce que d'un point de vue théorique, c'est une triangulation stable, on sait qu'elle converge. Elle tient compte de la localité sémantique et puis il y a une possibilité de passer à l'échelle parce que ce que vous voyez ici, c'est le fait que pour chaque nœud, j'ai un nombre relativement réduit de voisins. D'accord ? Donc ces voisins-là, c'est vers ceux-là que je vais disséminer l'information. Mais par contre, le problème, c'est qu'à chaque fois où un objet se déplace, toute la triangulation va changer. Et si je dis que toute la triangulation va changer, ça veut dire qu'en fait, il va falloir informer tous les nœuds de ce réseau. Attention, la partie du monde virtuel dont vous êtes responsable a un tout petit peu changé. Par exemple, maintenant, vous devez vous occuper aussi du coin de cette salle. Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'en occupait, il s'est un peu déplacé, donc vous êtes plus proche de cette zone-là que l'autre nœud. D'accord ? Donc, d'un point de vue théorique, c'est bien, mais malheureusement, dans la pratique, les performances ne sont pas très bonnes. Et puis, deuxième inconvénient, un peu, je dirais, aux architectures pair à pair qui ont été proposées, en tout cas dans la littérature, c'est un problème aussi de sécurité. Quand on dit pair à pair, ça veut dire aussi qu'on parle de répartition, distribution des algorithmes. Donc ça veut dire que vous devez, pour maintenir la cohérence globale du jeu, faire confiance aux différents nœuds qui composent ce réseau pair à pair. D'accord ? Donc je dis bien faire confiance aux différents nœuds qui composent ce réseau pair à pair. Alors il faut savoir qu'il y a des jeux massivement multijoueurs dans lesquels des gens ont gagné beaucoup d'argent. D'accord ? Il y a des gens qui sont devenus millionnaires en jouant à des jeux massivement multijoueurs. D'accord ? Vous jouez dans ce jeu massivement multijoueur, vous composez, vous achetez des objets virtuels, d'accord ? Et puis vous les revendez. Alors imaginez maintenant derrière
que ce système-là repose sur des nœuds qui sont distribués. Qu'est-ce qui interdit à un nœud intermédiaire de tricher un peu? D'accord? Donc, les développeurs de jeux vidéo ont abandonné les architectures pair à pair, et notamment à cause de ce problème de sécurité et de confiance, parce qu'il y a des enjeux très importants. Et si on veut que ça marche bien, il faudrait que tous les nœuds soient fiables. Et donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les nœuds, en l'occurrence, ce sont les PC des différents joueurs. Okay. Alors, il y a eu donc des alternatives ou des solutions pour un peu essayer de remédier à ça. Et notamment, au lieu d'utiliser par exemple le diagramme de Voronoi, on s'est dit on va plutôt utiliser des structures de type grid. Des grids, donc des structures régulières. On sait que voilà, cette salle-là, on va la partitionner, on va dire, en 2 tranches. Et puis, lorsque un joueur va se déplacer dans cette partie, il va être responsable de cette tranche-là. Et puis, s'il revient là, il va être responsable de cette tranche. Mais la forme de cette partition du monde ne va pas changer. D'accord? Elle est statique. Donc ça, c'est une approche qui a été proposée un peu de façon hybride pour gérer les objets, d'une part, statiques, et puis les objets dynamiques reposent sur les diagrammes de Voronoi. Mais très vite, à partir de cette idée-là, on est allé vers une solution basée sur des clusters. C'est-à-dire qu'on s'est dit, à partir du moment où le monde virtuel est décomposé maintenant de façon statique, pourquoi finalement répartir les différentes entités de ce monde statique sur des nœuds qui sont distribués dans le réseau et dont je n'ai pas forcément très confiance? Je peux, moi, en tant qu'éditeur ou société qui met à disposition un jeu, confier la gestion de ces différentes parties de cette grille du monde virtuel à un cluster qui est sous mon contrôle. Donc c'est là où on est revenu en fait sur une solution dite hybride. Ce qui est actuellement, c'est ce qui est d'ailleurs disponible aujourd'hui pour les jeux massivement multijoueurs. Donc si vous jouez à un jeu massivement multijoueur, vous accédez à un serveur central et ensuite ce serveur central vous oriente vers une grille. Et donc derrière cette grille-là, un certain nombre de serveurs. Et ces différents serveurs vont gérer chacun, par exemple ici, vont gérer une partie du monde virtuel. Et le découpage est fait de façon statique. D'accord. Alors, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui, ça marche très bien. Et puis, si le monde virtuel devient un peu plus grand, on ajoute un peu plus de puissance de calcul. Alors, cette solution-là, en fait, elle est apparue vers 2005-2006, voire même un tout petit peu avant. Et à l'époque, on ne parlait pas encore de cloud, on parlait plutôt de grid, solution grid. Aujourd'hui, les articles qui en parlent, ils mettent le mot cloud parce que c'est à la mode, mais c'est effectivement du cloud avant. Au moment où on ne parlait pas encore de cloud, mais c'est une façon avec laquelle il faut aussi voir le cloud gaming aujourd'hui. Massivement aujourd'hui, le cloud gaming, c'est encore du cloud pour des jeux massivement multijoueurs. Alors ce qui est important ici, c'est de bien voir que le besoin en termes de cloud, c'est essentiellement de la CPU. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des serveurs qui vont calculer la cohérence globale du jeu. Je n'ai pas besoin pour le moment d'espace de stockage ou autre chose. Le rendu se fait toujours du côté client. Le serveur central s'occupe juste de calculer la cohérence globale du jeu. Il va dire à chaque joueur, OK, maintenant vous avez fait telle action, vous devez afficher tel objet à tel endroit, etc. Donc le rendu graphique et audio va se faire du côté client, et c'est pour cela qu'on parle plutôt d'architecture hybride. Il y a une partie du côté serveur, il y a quand même une partie du travail qui est encore exigeante en termes de ressources. Il faut avoir un PC qui peut parfois être assez puissant pour calculer le rendu graphique. Alors, en fait, cette évolution a ouvert la porte pour le monde du jeu vidéo vers en fait, cette notion un peu de cloud, petit à petit. Et petit à petit, on a commencé à parler de la notion de dématérialisation. Donc la dématérialisation, c'est quoi? En fait, c'est l'absence de support physique. Petit à petit, en fait, le monde des jeux vidéo s'est dit, si je peux avoir de la CPU quelque part, est-ce que je ne pourrais pas aussi avoir de l'espace de stockage quelque part? D'accord? Et ça a ouvert vraiment une opportunité assez incroyable pour ce monde, parce que finalement, on s'est dit,
Pourquoi continuer à diffuser des jeux à travers des supports physiques, des DVD, des CD, etc. C'est coûteux, il faut que l'utilisateur aille acheter. Je dois, moi, passer par différents distributeurs. Je veux acheter un jeu, si je veux distribuer mon jeu, il faut que Carrefour ou Géant autres vendent mon jeu. Donc ils vont prendre une petite commission sur cela. Donc c'est de là qu'est venue un peu l'idée de se dire, si j'ai de la capacité de stockage, pourquoi ne pas dématérialiser le support? Et donc, de plus en plus, en fait, dès les années 2007, 2008, plusieurs éditeurs de jeux diffusaient en fait des mises à jour de leur propre jeu. Mais quand on parle de mise à jour, en fait, à l'époque, c'est vraiment tout le jeu en réalité. C'est pas un petit supplément. Ils vous donnaient la totalité du jeu avec des petites choses en plus. Et quand je dis donc donner la totalité du jeu avec des petites choses en plus, ça veut dire qu'en fait, on parle de transfert de fichiers de plusieurs centaines de mégaoctets. 700 ou 800 mégaoctets. Donc ce n'est pas un petit plus dans le jeu que vous avez, mais c'est vraiment toute une nouvelle version du jeu que vous avez. Et donc, ce système a permis justement de s'affranchir des distributeurs. Donc, de plus en plus, on a vu apparaître des sites de vente en ligne. Il y a pas mal d'exemples où aujourd'hui, vous achetez votre jeu directement en ligne. Vous n'allez pas dans le magasin acheter le CD ou autre. Vous accédez à un site de vente en ligne, puis vous téléchargez le jeu. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ça permet de s'affranchir de la chaîne de distribution. Je stocke mon jeu quelque part et puis au lieu de payer 10%, 15% à une chaîne de distribution, je vais payer un tout petit peu pour le data center qui stocke mes données et puis je diffuse directement vers l'utilisateur. Et puis c'est un deuxième avantage, peut-être, alors je le mets en point d'interrogation, le fait de contrôler la distribution me permet peut-être aussi de réduire le piratage. Je veux acheter un jeu, j'ai besoin de passer par une phase d'authentification et si j'ai bien payé, etc., je recevrai correctement mon fichier et je ne pourrai jouer que sur la machine qui a été déclarée. Alors, donc, comme je l'ai indiqué, ça c'est vraiment une autre vision en fait du cloud gaming qui a vraiment ouvert par la suite les portes vers ce que je présenterai tout à l'heure sur le streaming vidéo. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il s'agit essentiellement d'un besoin en termes de stockage. Donc on a besoin de stocker de grands fichiers, c'est des fichiers très volumineux. Aujourd'hui, beaucoup de jeux sont stockés sur plus de 700, voire 1 gigaoctet de données, plus, et un élément très important dans les jeux, plus la contribution des joueurs. Il y a beaucoup de jeux dans lesquels en fait, les joueurs contribuent. Dans le jeu, ils créent des mondes virtuels, ils créent des voitures, ils créent différents objets, et c'est ce qui peut faire l'attrait de certains jeux. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a des jeux où on achète et on vend les objets virtuels qui sont créés. Alors, donc, cet élément-là de la dématérialisation, certains se sont dit, bon, ok, on l'a appliqué au support de transmission, pourquoi ne pas le pousser un tout petit peu plus loin ? Pourquoi finalement ne pas s'affranchir du terminal? Pourquoi ne pas s'affranchir de la console de jeu? Et c'est de là qu'en fait est venue assez rapidement la notion de jeu en streaming. Donc le principe est le suivant. Vous avez ici une illustration d'un data center. Donc vous avez un data center. Et ce data center est essentiellement équipé de processeurs graphiques. D'accord? Donc c'est des cartes graphiques qui sont dans ce data center, plus de la CPU, de la mémoire, etc., d'espace de stockage, mais c'est essentiellement des processeurs graphiques. Et vous avez, du côté client, n'importe quel terminal. Ça peut être un PC, une télévision connectée à Internet, une smartphone, une tablette ou autre chose. Et donc le principe est assez simple. On continue toujours à envoyer les inputs des joueurs via Internet. Le data center... souvent, en fait, c'est une machine virtuelle pour chaque instance du jeu, va calculer l'état du jeu. Et contrairement à tout à l'heure, au lieu d'envoyer juste les instructions sur le rendu, le data center va faire le rendu. Il va calculer le rendu et il va envoyer vers le joueur un flux qui est essentiellement un flux de streaming audio et vidéo. Donc, il va lui envoyer en fait un flux, par exemple, là, un MP4 ou un MP2, vers le joueur. Okay. Donc, à partir du moment où je suis en train de streamer,
tout ce dont j'ai besoin du côté du joueur, c'est un décodeur vidéo et un petit programme que je vais ajouter qui permet de récupérer les inputs des joueurs. C'est tout, pas grand-chose. Donc c'est la raison pour laquelle en fait on parle de client léger. Du côté du client, j'ai pas besoin d'une console avec un moteur de jeu extrêmement puissant, juste un décodeur vidéo et puis un module de saisie. Alors du côté des data centers, par contre, l'évolution ici, c'est que j'ai besoin de CPU. J'ai encore besoin de la CPU parce que j'ai besoin de calculer la cohérence globale du jeu et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sur les jeux massivement multijoueurs, il y a encore un besoin assez important en termes de process, notamment parce que maintenant vous avez des jeux qui deviennent de plus en plus réalistes, vous avez des mondes virtuels sur certaines séquences, vous aurez du mal à distinguer entre le monde virtuel et une vraie image. Donc on a besoin de CPU parce que la dynamique à l'intérieur de ce monde-là peut être très complexe. Et puis on a besoin de processeurs graphiques assez puissants. Et comme je l'illustre un peu dans ce schéma, on voit que Nvidia est sur ce créneau-là depuis un certain temps. Voilà, donc ça c'est le principe. Donc quels sont les avantages pour les utilisateurs? Pour les utilisateurs, il y a d'abord cette notion d'indépendance par rapport au matériel. Ça veut dire qu'on peut jouer sur n'importe quel terminal. Ça peut être, comme j'ai indiqué tout à l'heure, des smart TV, des smartphones, des tablettes, des PC, n'importe quoi. À partir du moment où j'ai une connexion Internet et puis quelque chose qui me permet de décoder. Je peux jouer sur n'importe quel système d'exploitation. Et puis, pour l'utilisateur, il y a quelque chose qui est assez important, c'est que je peux jouer. Aujourd'hui, il y a des offres, j'en parlerai tout à l'heure, pour certains fournisseurs d'accès Internet en France. Vous avez l'équivalent d'une sélection de différentes chaînes qui s'affichent, et puis vous voyez les différents jeux, et puis vous sélectionnez, et puis vous commencez immédiatement à jouer. Donc vous n'avez pas besoin d'installer le jeu. Pour certains peut-être joueurs, il y a des cas où vous voulez installer un jeu, vous mettez 20 minutes ou une demi-heure, le temps de copier, de configurer, etc., avant de commencer à jouer, et puis vous dire finalement, ce jeu ne me plaît pas beaucoup. Là, vous pouvez tester très, très rapidement. Et puis pour le joueur, évidemment, il y a un coût qui est réduit, d'abord parce qu'il n'a pas besoin d'investir dans une console. Si vous avez un peu suivi l'actualité, depuis quelques semaines, il y a la PS4 qui est sortie, donc on va commencer à dire attention, ceux qui ont la PS3, dans quelques années, les jeux que vous avez vont un peu disparaître. En tout cas, il n'y aura plus de mise à jour, plus de nouvelles versions. Là, ce ne sera pas le cas. Je garde mon terminal, puis je peux jouer depuis n'importe quel endroit. Je n'ai pas besoin de faire une upgrade matérielle. Très souvent aussi, aujourd'hui, les jeux, comme je l'indiquais tout à l'heure, sont de plus en plus réalistes. Et avec le PC que vous avez acheté il y a 4-5 ans, vous ne pourrez pas jouer aux jeux les plus récents aujourd'hui. Vous êtes obligé d'avoir un PC super puissant pour pouvoir jouer aux jeux les plus récents. On n'aura plus besoin de ça. On reçoit un flux vidéo et c'est indépendant un peu de mon matériel. Donc plus besoin d'upgrade matériel ni du jeu. Je ne suis pas obligé de voir le dernier patch qui me permet de jouer à la dernière version du jeu. Et enfin, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a une petite capture ici, c'est vraiment un service à la demande qui est aujourd'hui proposé à des tarifs assez bas, quelques euros, quelques dizaines d'euros. Par exemple, chez Free, c'est à peu près, je crois, 11 euros par mois. Et vous avez un catalogue de 60 jeux. Donc 11 euros, vous pouvez jouer pendant un mois à 60 jeux différents. Donc, sachant que pour certains jeux qui sortent, le prix d'un jeu unitaire peut être aux alentours de 60 euros, voire un peu plus. Il y a aussi un autre avantage qui n'est pas négligeable en termes de sécurité, c'est aussi la possibilité d'avoir un moyen de contrôle parental à partir du moment où ça passe par la télé. Je pense qu'il y a des parents ici, il y a des jeux qui ne sont pas forcément très conseillés pour des jeunes enfants. Et il est très difficile de contrôler ça, parce que les jeux, parfois on les échange avec ses amis. Ici, si je veux jouer, je vais accéder au service qui est offert via par exemple ma télé, et il y aura un moyen pour les parents de mettre en place un code qui interdira l'accès à certains jeux.
Ça, c'est du côté utilisateur. Maintenant, du côté de l'industrie, il y a certains qui vont évidemment gagner et puis d'autres qui ne vont pas être contents ou ne sont pas forcément très chauds pour cette tendance. Mais pour l'industrie du jeu, le fait d'avoir une indépendance entre le jeu et le support par rapport donc aux architectures classiques, ça résout ce problème d'hétérogénéité que j'avais expliqué tout à l'heure, à savoir que je n'ai plus besoin de développer un jeu pour la console de Nintendo, une autre version, un jeu pour Sony, une autre version du jeu optimisé pour une console Microsoft. Je peux développer mon jeu me focalisant essentiellement sur la logique du jeu, d'accord ? Et puis l'adapter ou l'optimiser pour le cloud, mais je vais le faire une seule fois en utilisant une API ouverte qui me permettra par la suite de déployer ma solution un peu partout. Et puis, d'un autre côté, j'évite cette exclusivité que j'avais indiquée tout à l'heure, qui est vraiment très contraignante pour les développeurs de jeux vidéo. Je n'ai plus besoin d'avoir un accord d'exclusivité avec tel fabricant de console. Je développe mon jeu, et puis si j'ai une idée de jeu qui est extraordinaire ou même très simple, vous avez vu des exemples de jeux comme Candy Crush qui est très très simple, qui a atteint un public extrêmement large avec une idée très très simple. D'accord ? Si j'ai une idée de ce type-là, je peux la développer sans avoir un accord d'exclusivité avec un fabricant de console ou tout autre intermédiaire. Donc il y a aussi, comme j'indiquais tout à l'heure, un accès direct au consommateur. Donc je m'affranchis de la chaîne de distribution. Et puis, ce qui est très important, c'est que aujourd'hui, quand on développe un jeu vidéo, il y a des entreprises qui vous disent c'est un peu comme un film qui sort au cinéma. On sait, à tel jour, à la sortie d'un jeu, si je n'ai pas réussi à vendre plus de 40 000 jeux ce jour-là, ça ne marchera pas. Donc il y a un nombre de ventes à faire dès le premier jour de lancement. C'est exactement comme au ciné. On sait le jour du lancement au box-office combien de personnes sont rentrées le premier jour. Si on atteint ce chiffre-là, on sait que ça va être un succès et puis il va falloir s'adapter à la demande. Donc il faut peut-être justement pouvoir diffuser très rapidement ce jeu. Et puis si jamais on n'a pas atteint ce score, il va falloir peut-être un peu revoir à la baisse ses prétentions et puis de se dire bon, je vais peut-être un peu réduire les coûts de ma chaîne de distribution. D'accord ? Le cloud offre justement cette flexibilité. Si jamais mon jeu connaît un grand succès, je vais pouvoir allouer des ressources à la demande et m'adapter à la dynamique associée donc au succès ou pas de mon jeu. Encore une fois, parmi les avantages pour l'industrie du jeu, c'est l'accès contrôlé. Là, vous voulez jouer, vous recevez un flux vidéo, ça va être plus compliqué de pirater. D'accord ? Il faut vraiment pour pouvoir jouer, il faut tout simplement s'abonner au service et vous allez recevoir un flux. Vous êtes, on va dire, à ce niveau-là, relativement passif. Et pour, évidemment, les fournisseurs d'accès Internet, je parlerai tout à l'heure des fournisseurs d'accès à Internet, c'est un nouveau contenu qui vient enrichir l'offre. Si je prends encore une fois le cas de la France, en France, il y a le déploiement de la fibre optique qui se fait un peu dans plusieurs villes. Et pour le moment, les tuyaux ne sont pas encore très utilisés. Et les fournisseurs d'accès Internet cherchent du contenu. Et donc, parmi le contenu qui peut être considéré comme étant à la fois consommateur de bande passante, mais qui peut aussi représenter une valeur ajoutée pour l'utilisateur, tous les fournisseurs d'accès Internet ont ajouté aujourd'hui des services de type cloud gaming. Alors justement, donc, au niveau des acteurs, quels sont les acteurs de ce monde ? Ils sont de plus en plus nombreux. Alors, sur cette, on va dire, variante de cloud gaming qui est donc orientée streaming, c'est quelque chose qui a émergé il y a à peu près 2 ans. En 2010, ça a été, ou 2-3 ans, en 2010, ça a été les premiers lancements des startups et d'entreprises qui ont mis en place des solutions de cloud gaming. Et à l'époque, on distingue principalement 2. OnLive, qui propose donc une solution de cloud gaming basée aux États-Unis, puis maintenant, vu très très peu, le service est accessible en Europe.
Et puis il y a Gaikai qui a été racheté cette année, il y a quelques mois par Sony. Sony a annoncé que la PS4 va supporter, ce n'est pas encore le cas, mais est prévu pour supporter des solutions de cloud gaming. Et à côté de ça, aujourd'hui, il y a une liste qui s'agrandit d'un tas de startups un peu partout dans le monde, en Asie et ailleurs, qui proposent différentes solutions de cloud gaming. Et ces différentes startups sont associées aux différents fournisseurs d'accès, comme j'ai indiqué tout à l'heure, par exemple en France, les principaux fournisseurs d'accès à Internet, Free, SFR, Bouygues Telecom et Orange, ont tous dans leur catalogue des services de cloud gaming destinés aux utilisateurs. Alors à côté de ça, on voit aussi les géants. Microsoft Games propose une API de cloud gaming, elle propose évidemment ces solutions de cloud. Nvidia, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, propose des processeurs graphiques dédiés au cloud gaming et donc les data centers qui vont héberger le cloud gaming. Elle est pour cela associée avec Amazon. Et puis évidemment, Google aussi propose à la fois ses data centers, mais aussi une API pour le cloud gaming. Alors, ça, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui. Et il y a une sorte, on va dire, d'enthousiasme pour certains qui se disent, voilà, en fait, le cloud gaming va vraiment révolutionner le monde du jeu vidéo parce que c'est une nouvelle façon de distribuer et d'atteindre un plus grand nombre de joueurs. Par rapport à avant, le joueur il devait aller dans le magasin et puis se dire, moi, je veux jouer à tel jeu. Là, vous allumez votre télévision et puis n'importe qui, peu importe son âge, va dire, tiens, c'est quoi ça? Je vais essayer ce jeu et puis peut-être il va être accro à un jeu qui est relativement simple. Donc vous élargissez le spectre des utilisateurs. Donc il y a un grand engouement, un grand enthousiasme, mais on va voir est-ce que vraiment c'est une technologie prometteuse ou pas. Et justement, donc l'objet un peu de mon exposé aujourd'hui, c'est d'identifier quels sont les verrous, qu'est-ce qui reste à faire, quelles sont les problématiques de recherche, parce que cette application de cloud gaming, un peu comme l'avait dit hier Raouf, le cloud computing, a pris un peu de vitesse les chercheurs. C'est-à-dire que l'industrie a de facto permis l'émergence de façon assez rapide de cloud computing et de cloud gaming, bien avant que les chercheurs aient eu la possibilité de regarder ça de façon un peu plus détaillée, puis peut-être de contribuer. Donc, on va parler donc là des différents verrous. Donc, quand on parle de jeux vidéo, et notamment en ligne, donc on transmet des choses au niveau réseau et on est sur une application interactive. Donc, intuitivement, on peut très vite voir que l'un des éléments les plus sensibles en termes de qualité d'expérience, ce qu'on appelle en fait le gameplay, comment le joueur va ressentir le service qui lui est fourni, ça va être le délai du réseau. Alors pas que le délai du réseau, mais une sensibilité au niveau du délai. Et un des phénomènes typiques, c'est celui-ci. Alors j'ai une petite vidéo peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer, qui illustre ce qu'on peut voir quand on joue parfois dans un réseau et qu'il y a des petits problèmes de délai. Alors, la qualité de la vidéo n'est pas super, mais ce que vous avez ici sont deux avatars qui se combattent sur un ancien jeu dont on appelle des FPS, First Person Shooter. Et vous voyez, ils ont des trajectoires relativement simples. Et ils se tirent dessus et malgré tout, ils se ratent. À chaque fois, il y en a un qui vise et puis ça passe à côté. En fait, ce sont deux très bons joueurs, le problème n'est pas là, c'est à cause du réseau. Et on va voir pourquoi, justement, on peut avoir deux bons joueurs et malgré tout, même sur des trajectoires aussi simples que cela, le joueur peut être frustré parce qu'il a l'impression d'avoir bien visé l'adversaire et malgré tout, de le rater. Alors ça, c'est ce que en fait, les différents joueurs connaissent sous le nom de phénomène de lag. Donc typiquement, c'est ce qu'on a ici. Et l'explication est la suivante. En fait, il y a un délai. Vous avez par exemple ici deux clients et un serveur.
il y a un délai donc, de transmission entre le client 1 vers le serveur et puis un deuxième délai entre ce serveur et l'autre client. Alors ces délais peuvent être les mêmes, mais dans un réseau, on est dans un cas où les joueurs peuvent être à des endroits différents, donc à des délais très très différents. Donc par exemple, lorsque, ça c'est par exemple le joueur numéro 1, et lui il voit la fusée se déplacer comme ça, à cet instant. Mais comme il y a un délai de transmission, au moment où cette information va arriver du côté serveur, sa fusée sera déplacée avec un léger retard. D'accord ? Donc il y a une transmission de l'information, une actualisation de l'information qui ne se fait pas en temps réel à cause du délai réseau. Et ensuite, lorsque cette information arrive, elle va indiquer à l'autre joueur, attention, le joueur numéro 1 a déplacé sa fusée vers tel endroit. Donc cette information où la fusée s'est déplacée vers la droite va arriver, mais avec un certain retard vers le client numéro 2. Donc au moment où le joueur 1 voit sa fusée ici, hein, l'autre joueur la voit à un autre endroit. Donc les deux joueurs jouent dans le même environnement virtuel, mais ne sont pas en train de voir simultanément la même chose, à cause du délai de transmission au niveau réseau, hein, et du retard, parce qu'il y a le délai réseau, et puis, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le serveur va envoyer l'actualisation de façon périodique, pas instantanément, par exemple toutes les 50 millisecondes. Donc, ce qui se passe, hein, c'est ce qui est indiqué sur le schéma en bas. Moi, je vois, par exemple, ici, alors si ça revient à nouveau, le nuage qui passe là, j'ai l'impression d'avoir bien visé. Mais en réalité, au moment où moi j'ai vu le nuage qui est à cet endroit, hein, au moment où j'envoie donc cette information, je vais envoyer une information qui dit j'ai tiré à ce moment-là. Mon information arrive au niveau du serveur à un instant donné. Et lorsque l'information arrive au serveur pour dire j'ai tiré à cet instant-là, le serveur se dit oui, mais moi à cet instant, le nuage a continué à se déplacer. Donc votre tir est arrivé beaucoup plus tard que ce qui a été prévu. Et donc il y a un décalage, hein, une désynchronisation entre ce qu'on voit et ce qui est réellement calculé par le serveur de jeu. Donc ça, c'est un phénomène typique qu'on observe. Et puis un deuxième phénomène que nous, on a caractérisé à travers des expérimentations, il y a à la fois un problème de délai qui va avoir un impact sur la cohérence du jeu. On va avoir des choses parfois qui sont un peu troublantes parce qu'on a fait une action et puis ce que je vois ne correspond pas à l'action que j'ai accomplie. Et puis deuxièmement, il peut, comme j'ai indiqué tout à l'heure, avoir des délais différenciés entre les différents joueurs et ça va avoir un impact sur l'équité. C'est-à-dire qu'un joueur qui est par exemple très proche du serveur va pouvoir envoyer son information très rapidement vers le serveur, il va actualiser cette information. Et le joueur qui est très très loin, sa transmission, son action, l'action qu'il a accomplie va arriver de façon tardive vers le serveur. Et finalement, le joueur le plus proche, hein, il va être celui pour lequel le serveur va considérer que l'action qui a été accomplie par ce premier joueur a été réalisée avant l'autre. D'accord ? Alors que peut-être l'autre joueur qui est très loin a réalisé son action, hein, dans le temps avant le joueur précédent. Donc il peut y avoir une différence de traitement. Et sur cette courbe ici, on a représenté un peu 4 joueurs. Il y a 3 joueurs qui ont à peu près le même délai. Et il y a un autre joueur qu'on a pénalisé de 50 millisecondes en termes de délai de transmission entre le client et le serveur. Et on a tracé un peu la distribution cumulative du score, complémentaire en fait, du score. Et en gros, lorsque vous atteignez ici 40, la partie est gagnée. Et on voit qu'il y a une différence entre le score qui va être obtenu par le joueur numéro 1, celui qui est pénalisé, par rapport aux autres joueurs. Donc la probabilité pour qu'un joueur, par exemple, qui est pénalisé ait un score supérieur à 30 points est aux alentours de 60%, alors que pour les autres joueurs, il est aux alentours de 80%. Donc, alors, ces problèmes en fait d'imperfection réseau, dans les moteurs de jeu classiques, on les connaît et on sait faire. Il y a des tas d'algorithmes qui ont été proposés, des algorithmes qui permettent de resynchroniser. D'accord ? C'est-à-dire, ok, il y a un événement qui s'est passé
dans un client, à un endroit donné, il y a un autre événement qui s'est produit par la suite par le deuxième client à un autre instant. Ces deux événements qui se sont déroulés donc à des instants différents peuvent arriver, mais à des moments croisés à cause du réseau. Moi, je vais resynchroniser, je vais resérialiser, je vais remettre les événements dans leur ordre. Donc, je vais estampiller les paquets qui sont envoyés avec une estampille temporelle, et puis je vais resynchroniser tout ça. Il y a des mécanismes aussi qui sont utilisés lorsque le délai du réseau devient très 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 grand. Par exemple, ici, j'ai un jeu de course, j'ai un véhicule, par exemple le camion qui est là-bas, il accomplit une certaine trajectoire, et puis le délai réseau devient très important, il y a des pertes. Je suis censé recevoir une actualisation du serveur pour avoir une fréquence de rafraîchissement de mes images. Les informations ne viennent pas du côté serveur. Ben, qu'est-ce que va faire le client? Il va se dire, OK, la trajectoire précédente du camion est indiquée ici. Donc j'ai une information sur la trajectoire qui a été réalisée. Ben, en attendant que l'information vienne du côté serveur, et pour éviter que le client voit une image un peu figée, je vais prédire la trajectoire du véhicule. Donc, je vais utiliser des algorithmes de prédiction pour prédire la trajectoire du véhicule. Et si jamais ma prédiction, ce qui peut arriver parfois, n'est pas très bonne, ben je vais réajuster à nouveau, je vais récalculer doucement la trajectoire réelle en fonction de ce qui a été réellement perçu par le serveur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle par exemple le time warp. Okay. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît très bien. Par contre, l'élément central ici, c'est que ça, on sait faire du côté serveur, mais ça a surtout un sens du côté client. Parce que si jamais le serveur n'arrive pas à m'envoyer des données au bon moment, ou si jamais les données que le serveur m'a envoyées sont perdues, ces mécanismes de compensation sont implantés au niveau du client pour compenser le retard ou compenser les pertes. D'accord ? Alors évidemment, ces techniques-là, si on parle de cloud gaming et notamment de clients légers, si on dit client léger, ça veut dire qu'on ne doit pas implémenter des mécanismes de compensation, on doit juste avoir un décodeur vidéo. Donc c'est là où il y a un problème. Le premier problème par rapport au cloud gaming, c'est vraiment sa sensibilité au délai. Dans les architectures de jeux classiques, les mécanismes de compensation qui sont implantés du côté client vont masquer ces effets-là. Quand on est dans du cloud gaming et notamment du streaming, il n'y a presque rien du côté client. Et donc toutes les imperfections du côté réseau, je ne vais pas pouvoir les compenser. Et notamment en termes de délai. Alors si on regarde un tout petit peu de façon un peu plus précise, où sont les délais? Il y a un article très récent, en fait. Quand je dis très récent, en fait, il va être publié en 2014, mais vous pouvez déjà le récupérer en ligne. Je donnerai tout à l'heure la référence. Donc, une des personnes qui est très active dans ce domaine s'appelle Quanta Chen. Et donc, ils ont fait en fait une étude dans laquelle ils ont disséqué les délais dans deux applications typiques de cloud gaming. Donc il y a OnLive que j'ai indiqué tout à l'heure, donc qui est une offre commerciale, et puis une autre offre qui s'appelle Stream My Game. Donc la différence est la suivante, c'est qu'en fait OnLive, vous accédez au service à distance et puis vous recevez le flux vidéo, mais le serveur est stocké quelque part dans un data center, alors que Stream My Game, c'est un soft que vous récupérez, que vous installez à la fois dans un serveur chez vous, et vous installez le client léger aussi chez vous. En gros, ça veut dire qu'en fait, le data center, vous pouvez émuler un data center avec Stream My Game en installant le serveur par exemple, sur votre réseau local. Et donc, ils sont intéressés un peu ils ont essayé d'analyser le délai dans ces deux systèmes pour les comparer d'une part. Et puis, ils sont intéressés aussi aux différentes catégories de jeux. Donc, ils ont considéré 3 types de jeux. RTS, c'est ce qui est indiqué en vert, ce sont les jeux de stratégie qui ne sont pas très très sensibles au délai. Act, ce sont les jeux d'action. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez quelques jeux, mais par exemple Batman ou Tomb Raider, c'est en fait des personnages qu'on voit un peu de derrière, on voit un personnage se balader. Et puis, il y a les jeux dits FPS, ce sont les jeux de combat, c'est comme l'exemple du jeu que je vous ai montré tout à l'heure.
D'accord. Et donc pour chaque catégorie, ils ont considéré différents jeux, donc ils en ont pris 3 pour chaque catégorie. Alors l'élément central ici, c'est que pour chaque catégorie, ils ont essayé d'analyser le délai sans le délai réseau. D'accord. Dans Stream My Game, c'est une expérimentation qu'ils ont réalisée dans un réseau local, donc il n'y a pas de délai réseau. Okay. En live, il y a effectivement un délai de réseau qui a été mesuré de façon relativement précise, donc ils l'ont estimé à 130 millisecondes et ils ont soustrait ce délai des courbes que vous avez ici. Donc ces courbes-là, elles représentent en fait le délai lié au temps de calcul de la cohérence du jeu, au temps nécessaire au rendu, au calcul, au rendu du côté client et au calcul du rendu du côté serveur. D'accord ? Donc ça, c'est son délai. Et ce qu'on voit ici, c'est que, en gros, les jeux FPS nécessitent un délai plus important que les jeux de stratégie ou d'action. C'est la première chose. Et puis le deuxième enseignement par rapport à cela, c'est qu'on voit une grande hétérogénéité entre les systèmes. C'est-à-dire que les délais ne vont pas dépendre que du jeu, ça va dépendre du système de cloud gaming qui est derrière. Okay. Alors, pourquoi c'est pas sorti? Oui. Voilà. Par rapport à ces délais, en fait, il y a des bornes connues pour les joueurs. On sait, à travers des différentes expérimentations subjectives, on a demandé tout simplement à des joueurs de jouer et puis de dire est-ce que le jeu est correct ou pas. Pour les jeux, par exemple, de type FPS, on sait que si le délai est supérieur à 100 millisecondes, le jeu n'est plus jouable. D'accord ? En tout cas, une très forte dégradation. Alors vous voyez ici, 100 millisecondes, on est là. Ni en live, ni Stream My Game sont dans ces bornes. On est très loin avec ces systèmes-là de pouvoir offrir un service dans lequel on a une qualité de jeu qui est acceptable par les joueurs qui font du FPS. On est très loin. Pour les jeux RTS, on sait que le délai est aux alentours d'une demi-seconde, aux alentours de 500 millisecondes. Là, les deux systèmes sont pour le moment OK, mais encore une fois, j'insiste, il n'y a pas de délai réseau ici. C'est-à-dire si j'ajoute ici mes 130 millisecondes qui ont été mesurées parce que justement le data center n'était pas très près du lieu d'expérimentation, ça marche encore, mais dans d'autres endroits, ça ne fonctionnera pas. Donc là, il y a un vrai problème parce que on voit qu'il y a des délais qui sont liés au calcul du rendu graphique. Si vous regardez bien, c'est cette partie-là qui est majoritaire, celle-là pour le moment est extrêmement importante. Il va falloir faire ou proposer des solutions pour réduire ce délai. Donc ça, c'est le premier verrou. Deuxième verrou, il est lié à la bande passante. Si vous voulez souscrire à un service de type cloud gaming, on vous recommande d'avoir au moins un débit de 3 mégabits par seconde pour accéder en live. Et l'idéal, c'est d'avoir aux alentours de 5 mégabits par seconde. D'accord ? En dessous, vous risquez d'avoir quelque chose d'assez dégradé. Et donc il y a une expérimentation, là aussi, un papier qui a été publié à NetGames 2012, l'année dernière, où les auteurs ont essayé de quantifier et de regarder ce trafic. Alors pour la communauté réseau, en fait la communauté des chercheurs, notamment dans le monde académique, la difficulté, j'en parlerai tout à l'heure, c'est que ces systèmes-là, ce sont un peu des boîtes noires. On a du mal à analyser le trafic parce que ce sont des systèmes fermés et pour faire de la recherche, on est obligé de faire du reverse engineering. On doit prendre le trafic, disséquer, essayer de comprendre comment il fonctionne. Donc les premiers papiers qui ont été publiés essaient de caractériser, de comprendre ce trafic. Donc il y a eu une expérimentation, un papier qui a été publié, comme j'ai indiqué tout à l'heure, à NetGames, où là aussi on s'est intéressé au trafic de 3 jeux vidéo appartenant aux 3 catégories que j'avais indiquées tout à l'heure. Et vous avez ici une représentation du débit instantané. Ça, c'est le trafic descendant du serveur vers le client. Et ça, c'est le trafic du client vers le serveur. Donc du côté serveur vers le client, vous voyez qu'on est sur des débits un peu au-dessus de 6 mégabits par seconde. Et il y a une certaine stabilité pour les jeux Batman et puis Unreal Tournament, qui est un jeu FPS, parce qu'il y a un jeu qui est de type action et puis un jeu de type FPS, et puis un jeu stratégie, Rome, dans lequel vous voyez que la bande passante est très
variable et fluctue énormément. Du côté uplink, donc du côté client vers le serveur, vous avez un trafic qui paraît comme ça un peu sporadique, mais en réalité ce trafic est quasi similaire au trafic qu'on a dans une architecture de type client-serveur classique. Et elle est, pour la simple raison, c'est que dans les deux cas, la seule chose qu'on envoie, c'est les inputs des joueurs. Donc ça ne change pas. Okay, donc du côté montant, c'est les inputs du joueur et ça ne change pas beaucoup. Alors la variation ici, elle est tout simplement liée à la nature du jeu. Il y a des jeux de stratégie, donc le joueur ne va pas appuyer tout le temps sur la touche de façon, on va dire, peut-être un peu frénétique comme on le fait dans certains jeux de type FPS, où le joueur joue un jeu, on va dire, de combat par rapport à un adversaire, donc il va générer un nombre d'actions extrêmement important. Sur les jeux de stratégie, on a un peu besoin de réfléchir, donc on n'est pas en train d'appuyer un peu de façon frénétique sur les touches. Donc, ce qui est important de voir ici, c'est que le modèle de trafic, si on devait en construire un, il dépend aussi du type de jeu. Un autre résultat donc, qui a été publié, pareil, donc, dans le papier de Quantachain qui va apparaître en 2012, est lié donc à la bande passante. C'est un peu similaire au précédent, mais là, ici, vous avez la bande passante non pas instantanée, mais moyenne. D'accord ? Et donc, on voit ici que en live, on est sur une bande passante qui est entre 3 et 5 mégabits par seconde, alors que sur StreamMyGame, la particularité, c'est que StreamMyGame est un soft qui est installé dans un réseau local et que ce système-là, en fait, utilise la totalité de la bande passante lorsque cela est possible. D'accord ? Donc là, on est sur du 18 mégabits par seconde pour certains jeux. Okay. Donc l'élément central là-dedans à voir, c'est encore une fois le fait que si on devait s'intéresser à des modèles de trafic, ça va dépendre du jeu, ça va aussi dépendre du système de cloud gaming qui est derrière. On n'implémente pas les mêmes choses. Du côté descendant, je ne vais pas beaucoup insister, toujours sur le côté down uplink du joueur vers le client. L'élément important à voir ici, c'est qu'on est en dessous de 60 kilobits par seconde, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. C'est un trafic dans lequel on va générer beaucoup de messages très petits, mais la bande passante nécessaire pour le sens remontant n'est pas très importante, quelques dizaines de kilobits par seconde. Et encore une fois, vous voyez que le comportement n'est pas le même entre les deux systèmes. Voilà. Alors ça, c'est donc la bande passante, le débit, ce sont deux verrous très importants. Le délai donc, entre le data center et le joueur, c'est un élément central. Point d'interrogation, est-ce qu'on va pouvoir jouer à des jeux de type FPS ? Pour le moment, on n'a pas vraiment de retour convaincant là-dessus. Il y a un problème en termes de bande passante. Si je veux souscrire à ce service, j'ai intérêt à avoir une connexion de bonne qualité, une connexion ADSL qui me permet d'avoir au moins un minimum de 3 mégabits par seconde. Et puis le troisième verrou, c'est la qualité d'expérience. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? Aujourd'hui, si vous voulez jouer à ce type de jeu, vous jouez via votre écran télé. Donc ça veut dire que la résolution que vous allez avoir, c'est plutôt une résolution télé. En bonne partie, une bonne majorité aujourd'hui des solutions de cloud gaming proposent des résolutions de 720. D'accord, 720 points, donc 1280 par 720. Il y a des gens qui achètent des consoles de jeu parce que la console de jeu leur permet d'atteindre des résolutions beaucoup plus hautes, parce que c'est ce qui leur permet d'être en immersion dans le jeu. Donc j'achète une console de jeu parce qu'elle va me calculer un monde 3D très réaliste. Et si finalement j'ai une solution dans laquelle je suis en train de jouer mais j'ai l'impression de regarder un film, ça dégrade considérablement la qualité du jeu. Donc il y a des effets inconnus pour les gens qui font un peu du traitement de signal, transmission vidéo, et des effets de flou, et des effets de macro-blocs, quand il y a des pertes, il y a des blocs qui disparaissent, et puis il y a des effets de flou qui peuvent être gênants. Je suis en train de jouer un jeu par exemple de type FPS et j'ai besoin de viser un point en particulier. Sur une console de jeu, je suis capable de le voir avec une très grande résolution. Là, dans ce cas-là, je vais viser un endroit flou. Donc ça peut être assez frustrant pour le joueur. Puis il peut y avoir des problèmes de désynchronisation entre l'audio, la vidéo et l'action. Vous avez une petite ici illustration. Il fait une action et puis ce qu'il voit se produit presque 1 ou 2 secondes plus tard. D'accord. Alors cet élément ici de qualité d'expérience, comme je l'ai indiqué tout à l'heure,
on ne l'a pas encore. C'est vraiment un domaine encore vierge et il est très important de faire des études pour avoir un retour d'expérience et mettre en place une méthodologie. Donc je parlerai tout à l'heure, mais parmi les personnes les plus actives, Quentin Chen, c'est lui qui a mis en place une méthodologie pour évaluer la qualité d'expérience. Alors quelles sont les opportunités de recherche par rapport au verrou que j'ai indiqué tout à l'heure? Il y a le problème de délai. Donc le problème de délai, il est lié au fait que les joueurs jouent quelque part et que le calcul, le rendu graphique est réalisé dans un data center. Comme l'a expliqué hier Raouf, le choix des data centers est souvent dicté par certaines contraintes. Aujourd'hui, une bonne partie des data centers, on les trouve dans l'hémisphère nord, notamment en Alaska, dans les endroits froids. Parce que dans un data center, il y a de la CPU, il y a, dans le cas ici, des unités de process graphique, et ces machines-là chauffent considérablement. Et ce qui est très coûteux dans ces data centers, c'est le coût lié au refroidissement. Donc le coût énergétique est très important. Donc on construit les data centers dans les endroits où la consommation d'énergie est la plus basse possible. Or, ce n'est pas forcément la contrainte qui intéresse l'utilisateur. Dans une application de cloud gaming, ce qui m'intéresse, c'est le délai et je veux être le plus proche possible du data center. Donc, il y a un problème de localisation de data center. Et il y a un papier qui a été publié, pareil, à NetGames 2012, par Rosenberg et puis Gwendal Simon. Ils ont fait une expérimentation assez simple. Ils ont considéré 3 data centers aux États-Unis, un de chaque côté, un sur chaque côté des États-Unis, puis un autre au centre. Et puis ils ont fait une petite expérimentation dans laquelle ils ont choisi de façon aléatoire 2500 utilisateurs dans une map. On a sélectionné 2500, on va dire, villes ou quartiers aux États-Unis. Et ils ont mesuré la latence entre ces 3 data centers et les 2500 utilisateurs. Et donc, ils ont tracé la courbe qui donne donc le pourcentage d'utilisateurs en fonction du temps de réponse. Ce qu'on voit ici, c'est cette courbe-là, première à voir. Pour les jeux de type FPS, en supposant qu'on arrive à compresser les délais que je vous ai montrés tout à l'heure, parce que techniquement, on se dit, OK, en tout cas Nvidia et d'autres, disent ces délais-là, on va être capable de les compresser pour ne pas dépasser les 20 millisecondes. D'accord ? Si je veux jouer à un jeu FPS, je ne dois pas dépasser les 100 millisecondes. Ça veut dire qu'au niveau réseau, le délai réseau ne doit pas dépasser 80 millisecondes. Donc sur cette courbe, ce qu'on voit ici, c'est que pour atteindre les 80 millisecondes, c'est ce point-là, il y a un peu plus de 30% des joueurs aux États-Unis qui ne pourront pas avoir ce délai, qui seront sur des délais supérieurs à 80 millisecondes. Donc potentiellement, ça veut dire pour une entreprise que vous allez vous priver de plus de 30% des clients possibles dans un pays. C'est énorme. Okay. Juste lié donc à ce choix. Donc la solution, c'est évidemment de choisir des data centers les plus proches de l'utilisateur. Et dans ce papier-là, notamment, ils sont intéressés à la possibilité d'utiliser donc cette solution maintenant qui est un peu connue dans le monde des clouds, qui est celle des cloudlets, avoir des petits data centers dans certains endroits. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec la notion de cloudlet, mais aujourd'hui, on construit dans certaines villes, dans certains endroits. On a des endroits dans lesquels on met des grids, on met des machines, c'est des petits data centers qui sont au plus proche de l'utilisateur. Et donc ils ont comparé cette solution où effectivement ils ont ajouté un certain nombre de cloudlets au plus proche de l'utilisateur et on voit qu'on peut avoir un gain d'un peu plus de 28%. Donc on a un nombre ici au-dessus de 90% des joueurs qui peuvent avoir un délai inférieur à un délai réseau inférieur à 80 millisecondes. Okay. Donc cette localisation, elle doit suivre l'endroit où se trouvent les joueurs. Et donc ça veut dire que parmi les choses qu'on a besoin de caractériser, c'est la distribution spatiale et temporelle des joueurs. Où se trouvent les joueurs, d'accord ? Et comment cette distribution spatiale évolue dans le temps. Il y a ici une courbe qui a été publiée dans un article de Marzola, très récemment, décembre 2012, qui vous montre
l'évolution du nombre de joueurs. Donc là, on est sur 200 000 joueurs sur un jeu massivement multijoueur, sur les jeux massivement multijoueurs. Vous voyez ici, on a des courbes qui font varier le nombre de joueurs entre 130 000 et 230 000. Et cette expérimentation a été réalisée sur un peu plus de 5 jours, un peu plus sur pratiquement sur 6 jours. Et ce qu'on voit ici, c'est une courbe avec une forme assez régulière. D'accord ? Donc on sait que le matin, les joueurs vont se connecter, vont jouer, et puis petit à petit, au cours de la nuit, le nombre de joueurs va augmenter, et après 2 heures du matin, vous savez, le nombre commence à baisser. Donc il y a cette courbe-là, et alors ce que je n'ai pas illustré ici, c'est qu'en plus, cette courbe évolue avec le faisceau horaire. Donc quand les joueurs aux États-Unis arrêtent de jouer, ceux qui sont en Asie se réveillent et puis commencent à jouer. Donc il y a une distribution temporelle et spatiale qui a été étudiée dans le cas des jeux massivement multijoueurs. Par contre, elle n'est pas encore étudiée dans le cas du cloud gaming, parce qu'aujourd'hui, le cloud gaming va pouvoir atteindre un plus grand nombre de joueurs, et quelle va être la dynamique associée à la fois donc une distribution spatiale et temporelle des joueurs qui vont jouer à travers des solutions de cloud gaming. Donc là, on n'a encore rien, et l'une des raisons, c'est que pour le moment, il n'y a pas encore de traces publiques pour pouvoir, ou d'expérimentation pour étudier cela. Mais c'est néanmoins un paramètre d'input très important si on veut parler de localisation judicieuse du data center. Ok. Alors, au niveau du réseau cœur, si je veux améliorer les délais, là aussi, si vous regardez un tout petit peu les papiers qui parlent de cloud, quand on parle de cloud, pour la communauté réseau, on associe souvent cela à la virtualisation des réseaux. Donc la virtualisation, c'est le fait de pouvoir avoir des nœuds, et sur ces nœuds-là, vous pouvez avoir, on va dire, l'équivalent d'une machine virtuelle. Là, c'est pas une machine virtuelle, mais ça va être un routeur virtuel ou un switch virtuel que vous pouvez configurer en fonction du besoin que vous allez, dont vous avez besoin par exemple, pour un fournisseur d'accès à Internet. Donc, la virtualisation des réseaux et puis le concept de Software Defined Network, on va séparer le plan de données par rapport au plan de contrôle, va me permettre, par exemple, de configurer un réseau à la demande dans lequel les différents nœuds de mon réseau vont à la fois implanter des protocoles de routage et des mécanismes de qualité de service qui sont adaptés au trafic de cloud gaming. Donc, si vous avez bien noté ce que j'ai dit tout à l'heure, pour le trafic de cloud gaming, la caractéristique principale, c'est que dans le sens descendant, j'ai un débit très important. Dans le sens remontant, j'ai un débit qui n'est pas très important. Néanmoins, dans le sens descendant, j'ai des paquets de très grande taille qui arrivent avec une très grande fréquence, et j'ai des paquets de petite taille qui arrivent avec une très grande fréquence dans le sens remontant. Et ça, pour les gens qui ont un peu fait du traffic engineering, c'est un problème classique connu de mélange, ce qu'on appelle le trafic souris avec le trafic éléphant. Et la coexistence entre le trafic souris et le trafic éléphant pose de grands problèmes. En gros, les éléphants n'aiment pas les souris. Mélanger tous les deux, sans faire attention, ça peut créer des problèmes. Donc là, il s'agit de configurer le réseau cœur. Les techniques de virtualisation permettent de les configurer à la demande, puisque le cloud gaming est une application dans laquelle le nombre de joueurs peut varier de façon assez importante. Pareil, si on veut réduire les délais, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, il va falloir proposer des mécanismes de qualité de service. Ces mécanismes de qualité de service, on peut aussi les voir au niveau du réseau d'accès. Si on est sur un réseau filaire, a priori, ça ne pose pas trop de problèmes. Par contre, si on parle de cloud gaming, il y a toujours cette notion de se dire « je veux utiliser n'importe quel terminal pour jouer ». Et intuitivement, parmi les terminaux potentiels, c'est de se dire je veux utiliser mon smartphone ou ma tablette. Donc ça, ce sont des équipements sans fil, qui ont une connexion à réseau sans fil. Principalement, aujourd'hui, c'est le Wi-Fi qui est utilisé. Et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que c'est un trafic qui génère des petits paquets avec une très grande fréquence, que ce soit en uplink ou en downlink. Ceux qui connaissent bien le 802.11 et notamment la couche d'accès MAC, savent que ça veut dire que derrière, il y a des problèmes de contention et d'accès au support. Il va y avoir beaucoup de paquets qui vont rentrer en collision et en gros, l'accès radio ne va pas être terrible à ce niveau-là.
D'accord, donc il va falloir un peu réguler le trafic. Et derrière aussi, il y a une problématique de consommation d'énergie. Alors ça, c'est une problématique classique pour tous les jeux en réseau lorsque vous jouez avec un équipement sans fil, parce que vous générez encore une fois un trafic de petite taille qui est encapsulé dans un paquet UDP, ensuite un paquet IP, ensuite un paquet 802.11. L'entête de tout ça dépasse très largement le contenu, la charge utile. Donc on gaspille énormément d'énergie à cause de ces inputs qui sont générés avec une très grande fréquence. Alors ça, c'est un problème classique, mais ce qui va accentuer les choses, c'est que je reçois de l'autre côté un trafic vidéo. Donc haute fréquence et en plus des paquets de très grande taille. Okay. Donc ça, c'est des problèmes de recherche très intéressants. Pour pouvoir les attaquer, il va falloir modéliser le trafic, essayer de bien le comprendre, et puis comprendre la relation entre qualité de service et qualité d'expérience. Pour le modèle trafic, alors je ne sais pas si je suis peut-être... 5 minutes, d'accord. Donc pour le modèle trafic, très rapidement, il y a des papiers qui ont été présentés. Hein. Toujours le papier, par exemple, ici de Quantachain. L'élément central ici, c'est qu'on voit que dans le sens descendant, il y a une caractérisation du modèle trafic qui dépend un tout petit peu du jeu, mais encore une fois, la différence principale, c'est le système. Vous voyez qu'ici, avec Stream My Game, on a des paquets, quel que soit le jeu, qui sont tous de la même taille. Il fait 1400 octets. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce système-là, on concatène tous les paquets. On n'envoie pas, je dirais, image par image ou frame par frame. D'accord? On envoie des conteneurs de taille fixe. Pareil, donc ça c'est pour le sens descendant. Pour la bande passante, il y a aussi des travaux qui essaient un peu de réduire la bande passante. Ça c'est l'approche dans laquelle en fait il y a une version de cloud gaming qui est dite instruction based, c'est-à-dire que je ne vais pas envoyer le flux vidéo, je vais envoyer toutes les informations. Donc pas juste où se trouve l'objet, mais je vais aussi envoyer les objets, la texture, etc. Donc tous les objets du monde virtuel à travers des paquets. Puis quand cette information-là va arriver vers un navigateur web, ce navigateur web va réaliser l'affichage. Donc je n'envoie pas des images, mais j'envoie les instructions me permettant d'afficher les images. Alors ça, c'est une version qui n'existe que dans des papiers. Il n'y a aucun système commercial qui fonctionne comme ça. Néanmoins, il y a des travaux qui sont intéressés à ça. Et l'idée, pour réduire un tout petit peu la bande passante, c'est de se dire, dans certains jeux, il y a des parties du jeu qui ne sont pas importants pour la sémantique du jeu. Il y a des détails. Si je sais que je n'ai pas suffisamment de bande passante parce que je suis sur un réseau sans fil, je peux supprimer quelques détails. Par exemple ici, ce bloc-là, qui est là-bas, a été supprimé ici parce qu'il n'a pas d'intérêt dans la scène. Alors ceci dit, le gain est très modéré. Dans ce papier, par exemple, ici, le gain est aux alentours de 7%. Donc si vous êtes sur de 5 mégabits par seconde, ce n'est pas avec ça que vous allez pouvoir réduire la bande passante. La façon de la réduire, c'est d'utiliser des mécanismes de compression vidéo adaptés. Et c'est là aussi il y a des choses à faire. Il y a beaucoup, évidemment, de travaux qui ont été réalisés en termes d'encodage et compression vidéo. La différence ici, c'est qu'on est sur un environnement virtuel. Donc ça a ses spécificités et en plus cet environnement virtuel, il évolue en fonction de la dynamique du joueur. Donc il va falloir faire attention au moment où on compresse, on encode des objets, à ce qu'on ne compresse pas ou on n'altère pas les zones les plus importantes dans la logique du jeu. Donc ça veut dire que si je veux le faire, il va peut-être falloir indiquer dans le jeu quels sont les endroits les plus importants. Donc ça change un tout petit peu le game design, c'est-à-dire celui qui va programmer le jeu vidéo, il va dire attention, cet objet-là, vous ne le compressez pas. Il est très important dans la cohérence de la scène. Alors très rapidement, je vais essayer de le dire en 2 minutes, nos travaux. Nous on s'intéresse à la problématique du délai, et donc on s'intéresse donc à cette option à cette approche de cloudlet, où l'idée consiste à héberger une partie du système de cloud gaming au niveau d'un cloudlet qui est au plus proche de l'utilisateur. Donc pour des utilisateurs lambda qui ont un délai court, ça va fonctionner comme le schéma que j'ai indiqué tout à l'heure. Par contre, pour des joueurs qui sont très loin, par exemple, le cloudlet va un peu jouer le rôle de proxy. On va lui envoyer les informations sur l'état du jeu
exactement comme dans une architecture de client-serveur classique. Hein. Et donc, il va y avoir ici une machine virtuelle qui est à la fois, je dirais, client dans une architecture de type client-serveur classique, d'accord, et un peu serveur dans une architecture de type data center. C'est-à-dire, elle reçoit les instructions sur l'état du jeu, elle va faire le calcul du rendu vidéo et elle va streamer le flux vers l'utilisateur. Puis les inputs, ça ne change pas. Alors les avantages de l'approche, hein, c'est que ici, je reviens très vite, le trafic qui va circuler ici, c'est exactement le même trafic que celui sur une architecture type client-serveur, hein, du serveur vers le client, c'est donc quelques centaines de kilobits par seconde. Donc on réduit le problème de bande passante. Et puis deuxièmement, à partir du moment où on est au plus proche de l'utilisateur, on va pouvoir implémenter des mécanismes de compensation du retard et des pertes au plus proche de l'utilisateur. Et par ailleurs, ça nous donne aussi la possibilité de tenir compte de la spécificité du terminal. Si je sais que l'utilisateur qui est à côté est en train de jouer avec son smartphone ou bien sa tablette, je n'ai peut-être pas besoin d'envoyer un flux vidéo avec une très haute résolution. Je peux peut-être compresser un tout petit peu plus et réduire du coup la bande passante nécessaire. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. Hein, l'évaluation est en cours. On utilise pour ça une plateforme de cloud distribuée à l'Université de Paris 13. Hein, on a fait le choix d'utiliser, en tout cas c'est le département d'informatique, il y a 2 départements et on collabore avec eux. Donc, le département d'informatique a choisi la solution SlapOS, une solution de cloud distribuée. Et on utilise également une plateforme de cloud gaming ouverte qui est vraiment très récente et qui est proposée par l'équipe de QuantaChain qui s'appelle Gaming Anywhere. C'est une plateforme open source. Alors, je ne sais plus si c'est du C ou C++, mais qui permet justement, qui donne vraiment là le moyen à la communauté académique de pouvoir expérimenter, faire de la recherche. À côté de cela, les différents travaux qui nous intéressent, je ne vais pas trop insister dessus, c'est la modélisation de trafic, donc essayer de comprendre ces modèles de trafic, les voir à la fois d'un point de vue microscopique, donc paquet par paquet ou image par image, mais aussi macroscopique, voir la dynamique des sessions. Il y a un travail qui va démarrer dans quelques semaines sur l'évaluation objective de la qualité d'expérience, donc en utilisant ce type de capteur, on va avoir des joueurs qui jouent et puis on va inférer sur le réseau et voir quel est l'impact du réseau sur les différents types de jeux, par exemple. On a un travail aussi dans lequel on s'intéresse à l'extension de tout ça dans un contexte où le terminal utilise un rendu 3D, donc par exemple une télé 3D. Donc là, on envoie un flux 2 fois plus important. Et puis un travail qui a démarré à l'INSA Lyon, parce que je suis en délégation là-bas depuis quelques temps, on s'intéresse à l'extension de tout ça dans un contexte mobile. Et en gros, la machine virtuelle que je vous ai montrée tout à l'heure, elle est hébergée dans le véhicule. Donc la machine virtuelle est hébergée dans le véhicule et à chaque fois où le joueur va par exemple changer de partie, il va falloir changer cette machine virtuelle. Donc il y a une problématique de migration de la machine virtuelle et on essaie d'optimiser cette migration en déterminant quels sont les endroits optimaux dans lesquels on va placer les caches, en utilisant des solutions de offloading, donc de partage par exemple entre les différents véhicules. Et puis on travaille aussi sur la conception de machines virtuelles dans lesquelles le code est dynamique. Je n'ai pas besoin de récupérer la totalité de la machine virtuelle pour exécuter. Je vais déterminer quelles sont les parties de la machine virtuelle à migrer en premier lieu pour que mon jeu puisse démarrer. Un petit mot sur la conclusion. Donc aujourd'hui, jeu pour plus cloud, ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs facettes. J'ai beaucoup insisté sur le cloud gaming en version streaming, mais il n'y a pas que ça. Les jeux massivement multijoueurs aujourd'hui utilisent les solutions de cloud. Donc il y a plusieurs facettes et on parle aujourd'hui de Games as a Service. Donc on veut proposer des systèmes qui permettent de supporter les jeux et puis d'offrir une solution complète, à la fois pour des développeurs ou pour des utilisateurs. Alors, malgré tout cet enthousiasme, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même des verrous, et notamment en termes de délai. Pour le moment, on n'a pas de retour d'expérience. Et le catalogue des jeux qui est proposé par des fournisseurs d'accès en France, notamment, c'est plutôt des jeux d'un point de vue graphique très basique. C'est des jeux de plateforme, il y a quelques jeux de type FPS, mais ce n'est pas vraiment les jeux de dernière génération. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et parmi les problèmes qu'on peut se poser, c'est quel est l'impact de tout ça par rapport au game design ? Qu'est-ce que ça va apporter pour les développeurs de jeux vidéo, cette nouvelle ressource, cette possibilité d'atteindre plus facilement des joueurs, mais aussi
par exemple, à travers les data centers, plus de CPU, donc peut-être la possibilité de calculer des mondes virtuels beaucoup plus réalistes. Il y a aussi un business model à définir. Aujourd'hui, quand vous jouez, vous souscrivez à un abonnement et puis il y a une tarification. Ça passe par le fournisseur d'accès. Qu'est-ce que ça sera si je ne passe pas par un fournisseur d'accès ? Et puis, comme j'ai indiqué tout à l'heure, vraiment l'incertitude, elle est liée un peu à l'acceptabilité de tout ça et encore des verrous en termes de délai, de bande passante. C'est pas demain, je dirais, que tout le monde va jeter sa console de jeu et puis va se rouer vers ça. Et donc ça, c'est bien parce que pour nous, ça veut dire qu'il y a des tas d'opportunités de recherche en termes de qualité d'expérience et de qualité de service. Réfléchir à des mécanismes qui permettent d'améliorer tout ça, mais l'élément central, c'est vraiment de bien comprendre cette application. Donc on a besoin de disséquer, de comprendre le trafic, et de faire des analyses derrière pour bien identifier quels sont les problèmes derrière. Voilà, je vous remercie, puis désolé d'avoir été très lent. On a peut-être un peu de temps peut-être pour les questions. Merci Khald pour cette présentation qui donne des perspectives à nos doctorants de l'INSI et de Subcom. J'espère que ils auront à développer certains axes pour ceux qui sont proches de la thématique. Moi personnellement, j'ai bien profité de cet exposé pour voir un petit peu le challenge dans ce domaine. Maintenant, je vais céder la parole à nos doctorants s'ils ont des questions à poser. Vas-y, tfadlou. Oui, pas mal. Merci. Donc, mon question se pose sur vos travaux. Est-ce que vous avez pensé que, concernant la sécurité dans la partie serveur et la partie cliente, vous avez dit que le serveur va travailler comme étant un proxy. Voilà. Disséquer comprendre cette application. Maintenant, l'aspect sécurité, je n'ai presque pas du tout. Merci. J'en ai pas du tout parlé dans le cas du cloud. J'en ai parlé un peu dans le pair à pair, mais effectivement, c'est un élément que nous on ne traite pas. Parce que moi, je n'ai pas du tout de compétences en sécurité, mais c'est un élément extrêmement sensible. À partir du moment, effectivement, on a un nœud intermédiaire, un proxy, la question se pose encore une fois, est-ce que je fais confiance à ce proxy-là? Est-ce qu'il va me diffuser l'information correctement? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de la triche derrière? Est-ce que si je parle de migration de machines virtuelles, est-ce que je peux faire confiance à ce que je reçois? Mais effectivement, c'est des problèmes ouverts. Nous, en tout cas, que moi, je ne traite pas, en tout cas, pour le moment. Oui, client serveur, oui. Tout à fait, oui. Ouais. Merci. Bonjour. Concernant le point où vous allez installer des cloudlets près des end-users afin de minimiser le délai, est-ce que vous avez tenu compte de la scalability? Pour une certaine application, par exemple, c'est possible que le nombre d'utilisateurs il devient très important pour un délai minime dans une journée. Ouais. Et donc, en ce moment-là, vous allez faire face à d'autres problèmes. C'est que ces cloudlets, par exemple, les compute nodes ne vont pas être capables de satisfaire la qualité de service des utilisateurs. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est concernant les virtual machine, mobile virtual machine. Et donc, ces mobile virtual machines, ces mobile qui fait dépendamment du jeu vidéo. Et si c'est vraiment migration du virtual machine, et donc le temps de migration, c'est à tenir en compte, en fait. Ouais. Ça peut être très important. Merci. D'accord. Merci. Alors, pour revenir sur la première question, effectivement, ce que j'avais indiqué tout à l'heure, vraiment l'élément central, c'est de bien comprendre la dynamique, la distribution temporelle et spatiale. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que, lorsque je vais utiliser cette solution de cloudlet, je ne risque pas à un moment donné d'avoir un nombre de joueurs qui augmente
augmente de façon extrêmement importante, ce qui peut arriver parce que justement les jeux, c'est une application dans laquelle il y a un effet d'entraînement, c'est-à-dire que quelqu'un joue et puis il entraîne quelqu'un d'autre à jouer, il y a un effet un peu de clan, les joueurs se disent bon, on démarre aujourd'hui une partie et puis ils sont 20 ou 30 à jouer en même temps. Mais cette dynamique de groupe, elle a été étudiée dans un schéma classique. Dans le cas des clouds, elle reste encore à être étudiée. Donc c'est un paramètre d'input très important pour savoir quels sont les risques, est-ce qu'il y a moyen de prédire cela ou pas. Ensuite, si jamais effectivement un clouded va être chargé, il va falloir réfléchir à distribuer ça et puis essayer peut-être d'utiliser les ressources les plus proches. Moi, parmi les solutions, les pistes auxquelles on essaie un peu de voir ça, c'est en fait de ramener cette machine virtuelle au niveau de la set-top box de l'utilisateur. Finalement, si j'ai beaucoup de joueurs, au lieu d'héberger ces VM dans des cloudlets ailleurs, je peux très bien, avec une connexion à très haut débit, ramener cette VM-là au niveau de la set-top box. Après, il y a effectivement sur la partie mobilité le problème de migration. Je suis dans un véhicule, je veux démarrer une partie de jeu, je sélectionne et puis je dis tiens, je vais jouer à ce jeu-là. 30 secondes après, je me dis non, il ne me plaît pas, je lance un autre jeu. Dans les deux cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais demander à rapatrier une machine virtuelle qui contient le moteur de jeu qui est spécifique à ce jeu-là, puis j'en change pour une autre, donc je suis obligé d'avoir une autre machine virtuelle. Donc il peut y avoir un délai de latence, effectivement. Alors ça, on l'a pas encore quantifié, mais les choses sur lesquelles on travaille, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est l'aspect code dynamique. On essaie de voir, quand on va coder cette machine virtuelle, comment coder une machine virtuelle pour des moteurs de jeu dans lequel le code me permet de récupérer de façon très intelligente les premiers éléments nécessaires à ma machine virtuelle. Alors, je n'ai pas besoin, par exemple, de récupérer l'espace de stockage, mais par exemple, juste l'espace mémoire, pour me permettre de réduire ces délais de migration. Et derrière, il y a aussi d'autres travaux, et des gens avec qui on collabore, notamment à Paris 6, qui travaillent sur la migration rapide des machines virtuelles dans le réseau cœur. Il y a des protocoles qui sont proposés pour ça. Nous, ce qui nous intéresse dans la partie sans fil, c'est l'offloading, c'est la communication entre les véhicules. Donc à l'INSA Lyon, il y a des gens qui ont proposé des modèles de trafic de véhicules très réalistes. Et donc à travers ça, on peut essayer de prédire quels sont les véhicules qui vont être à proximité et donc comment mettre en place des caches pour anticiper la demande et anticiper le déplacement des véhicules. Mais tout ça reste théorique. Pour le moment, c'est des pistes de recherche. On va travailler sur ça, mais on n'a pas encore les résultats. Ah. Ouais. Ok. Vous avez parlé d'une architecture hybride de cloud. Ouais. Donc, en fait, c'est-à-dire que cloud tout seul, tout court, ne peut pas supporter ces types de services. Donc, pouvez-vous nous donner les principaux composants d'une architecture hybride? Je pense que hybride, c'est grid avec cloud ou bien je ne sais pas exactement. Alors, non, en fait, ce que je veux dire par hybride, alors il y a deux choses en fait à voir. Je ne dis pas que le cloud ne peut pas supporter ce type de service. Encore une fois, tout à l'heure j'ai dit que le cloud gaming avait plusieurs facettes et parmi les choses que le cloud peut apporter, c'est cette puissance de calcul. Donc par exemple pour un studio de développement, le fait d'accéder à cette CPU, cet espace de stockage lui permet par exemple de créer des jeux réalistes. Maintenant, si on parle de streaming de jeux, si les data centers ne sont pas bien localisés, s'ils sont loin des utilisateurs, effectivement on aura besoin d'une architecture hiérarchique et dans laquelle je vais avoir besoin d'utiliser des cloudlets, voire aujourd'hui il y a un peu le thème ce terme-là que j'ai vu dans un ou deux papiers, on dit que le client léger dans un cloud gaming ne sera pas si léger que ça va être un client lourd. Donc les solutions aujourd'hui ne sont pas encore stabilisées, il y a des tas de propositions, mais quand on parle d'architecture hiérarchique, il peut y avoir effectivement un data center avec un grid, avec des unités de process graphique, mais vous pouvez aussi avoir des ressources un peu plus proches de l'utilisateur, voire chez l'utilisateur, comme j'ai indiqué tout à l'heure au niveau de la set-top box. D'accord. Mais il n'y a pas une approche unifiée, comme j'ai indiqué tout à l'heure, et des tas de systèmes de cloud gaming et avec des performances différentes. Ouais. Je vais me rapprocher alors. Ça va aller. Vous avez évoqué
conditionnement du monde virtuel. Ouais. Donc on est passé d'un maillage régulier et une collection de données Ouais. avec un maillage Régulier en grid. vers le maillage régulier. Alors est-ce que vous considérez le fait que la résolution peut changer? Est-ce que vous vous inspirez un petit peu des approches en géomatique dans lesquelles il y a des cellules qu'on peut subdiviser, donc monter une structure multi-échelle si on veut? Ouais. D'accord. Alors bon, moi j'ai pas travaillé sur cet aspect, j'ai collaboré avec des gens sur ça, donc c'était dans un cadre de projet collaboratif. Il y a différentes approches, et effectivement, il y a des algorithmes multi-échelles dans lesquels on peut effectivement découper certains endroits de façon un peu plus précise que d'autres. Je ne suis pas vraiment expert de ces algorithmes. Ce que je sais, c'est que ce qui est très important, c'est que ces algorithmes doivent être stables. C'est-à-dire que la décomposition doit pouvoir converger le plus rapidement possible. Et certains algorithmes ont un temps de convergence qui est assez long, et donc je risque d'avoir une instabilité. Pour l'utilisateur, ça veut dire quoi une instabilité? Ça veut dire que le découpage du monde virtuel n'a pas été fait de façon consistante pour les différents nœuds, et donc il peut y avoir une incohérence pour les différents joueurs. Et donc l'important, c'est vraiment d'avoir des algorithmes très rapides qui convergent très rapidement. Et voilà. Donc ça, il y a eu des approches. Moi, j'ai évoqué Delaunay, mais c'est pas la seule. Effectivement, on trouve ça dans la littérature. Alors, merci. Juste deux petites questions. Alors, concernant les cloudlets, c'est à partir de quel moment on peut dire qu'un data center, c'est un cloudlet au niveau performance? Ça, c'est la première question. La deuxième question concernant la communication entre un data center et une cloudlet. Est-ce que vous envisagez d'employer des protocoles peer-to-peer pour la communication, ou bien c'est une communication client-serveur traditionnelle? Et juste une dernière question, s'il vous plaît. Alors, jusque-là, vous parlez pour le cloud gaming, c'est juste par rapport à la capacité de computing pour le jeu. Mais est-ce que le cloud gaming va apporter une certaine innovation dans le monde de développement de jeux en lui-même? Est-ce que ça va révolutionner en quelque sorte ou non? Ok. Alors pour la première question liée donc à cloudlet, quand est-ce qu'on parle de cloudlet et non plus de data center? Je suis pas capable de vous donner un chiffre précis, mais c'est clair qu'on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Quand vous êtes dans un data center, j'ai montré tout à l'heure une figure, c'est vraiment des surfaces gigantesques de plusieurs mètres carrés. Un cloudlet, c'est vraiment un local, très souvent au milieu d'une ville, avec quelques lamelles. Par exemple, celui qu'on a à Paris 13, c'est un cloudlet, il y a 16 lamelles. Donc c'est vraiment, les dimensions ne sont pas les mêmes. La deuxième question par rapport à notre approche entre le data center et puis le cloudlet. Pour le moment, en fait, dans le cas du cloud gaming, dans tous les cas, une session de jeu est gérée par une machine virtuelle. D'accord. Donc il y a une machine virtuelle, et pour chaque utilisateur, vous avez une machine virtuelle qui fait le calcul, le rendu graphique vers le joueur associé. Donc en quelque sorte, nous, cette machine virtuelle, on va la déporter, on va la mettre au niveau du côté du cloud, de la cloudlet. Et donc la communication entre le data center et cette cloudlet là, ça va être une communication client-serveur classique. Donc il n'y a pas de pair à pair, dans le sens où la cohérence du jeu, elle reste toujours centralisée. Ça, c'était pour la deuxième question. Et puis pour la troisième question, concernant est-ce que ça va changer la façon de programmer des jeux? Effectivement, c'est justement, il faut le voir sous deux angles. Est-ce que ça va me permettre de créer des nouvelles façons de jouer? Il y a eu des bouleversements comme ça dans le monde des jeux vidéo, et notamment quand on a changé les interfaces avec la Wii, on ne joue plus avec une souris, ça a permis à des gens de jouer différemment. Et justement, en fait, ce que j'espère à travers le cloud, c'est que le cloud permette, par le fait de mettre à disposition un peu plus de CPU, le fait de pouvoir atteindre des joueurs, de révolutionner la façon avec laquelle on conçoit des jeux. Ça, c'est la première chose. Et après, au niveau de la programmation, ça va dépendre beaucoup des API. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les grands sont là. Google propose son API, Microsoft propose son API. Donc, les grands sont là pour proposer leur API. La différence, c'est que peut-être les entreprises de développement de jeux vidéo vont être moins contraintes par les accords qu'elles vont avoir avec des constructeurs, dans le sens où, ok, maintenant j'ai une nouvelle console, vous me rechangez complètement la façon avec laquelle vous avez programmé votre jeu.
Mais par exemple, si je regarde Gaming Anywhere, cette plateforme open source, bah aujourd'hui n'importe qui pourrait vraiment adapter son jeu et l'utiliser pour ça. Voilà. Mais on peut ensuite discuter. Merci Khaled donc, pour cette excellente présentation. Personnellement, j'ai appris pas mal de concepts sur le cloud gaming. Donc, j'ai 2 voire 3 pour ne pas dire 4 questions. Bon, restons sur le 2 parce que rapidement. Donc, parce que là, en regardant les verrous, à un moment donné, je me suis dit, ce cloud gaming jamais il ne verra le jour, parce que là, vraiment, ce sont des verrous. Donc, à lever, et les chercheurs sont là pour les résoudre, bien évidemment. Je pense pour la sensibilité au délai et pour la bande passante, le travail à faire, c'est vraiment au niveau des protocoles d'accès, d'accès distant. Alors, connaissez-vous des protocoles d'accès distant, que ce soit propriétaires ou open source matures, qui permettent évidemment, donc, notamment la compression des données afin de réduire donc, la bande passante ou bien de réduire le temps de latence. Deuxième question, pour la séparation entre le plan de contrôle et le plan d'acheminement, donc utilisez-vous OpenFlow, qui est très connu en fait pour un très bon SDN, Software Defined Networking, pour assurer effectivement... Bon, j'ai un troisième, mais on peut laisser ça offline. Donc pour la première question, savoir donc s'il y a des protocoles qui permettent justement de tenir compte de la spécificité de ce trafic et notamment au niveau accès. Ça va jouer à mon avis au niveau application. Enfin application. Pas au niveau, je dirais, de la machine, du moteur de jeu, mais ça va être dans le système de cloud gaming, la façon avec laquelle on va compresser les données si jamais je n'ai pas beaucoup de bande passante. Et compresser la donnée, ça doit tenir compte de la bande passante qui est disponible dans le réseau, mais il faut aussi que ça tienne compte de la sémantique du jeu. Et ça, pour le moment, c'est pas clair. C'est-à-dire que on voit bien que Stream My Game ne fait absolument rien. Gaming Anywhere, c'est une plateforme open source qui a été proposée, et puis les auteurs essaient de montrer que ça marche mieux qu'en live. L'avantage, c'est que c'est du open source, donc on va pouvoir regarder. Les propositions, elles sont faites essentiellement au niveau, je dirais, application vue d'un point de vue réseau. Maintenant, d'un point de vue réseau, au niveau accès, je pense que ça change pas grand-chose. C'est une application dont on sait qu'elle va générer un trafic avec une grande fréquence. Donc les réseaux type Wi-Fi, on sait que c'est des réseaux pour lesquels la méthode d'accès n'est pas tellement adaptée à ça. Maintenant, les réseaux type cellulaire, LTE ou 3G, à mon avis, vont être un peu meilleurs parce qu'il y a des algorithmes d'ordonnancement, on sait réserver de la ressource pour cela. Mais pour le Wi-Fi, nous, on a fait des expérimentations, rien que pour des applications de type client-serveur classique, au bout de 7 clients, on a des dégradations catastrophiques. Parce que les inputs qui sont générés mettent vraiment à mal le système, il y a beaucoup de collisions. Donc peut-être que justement au niveau réseau accès, ça donnera justement l'opportunité de se dire, voilà, peut-être dans 802.11, il faut, je ne sais pas, peut-être revenir encore sur 802.11e ou autre chose, mais là il y a des choses à faire. Oui. Et je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Ah oui, après pour SDN. Alors moi j'ai donné cette piste-là, nous on ne travaille pas sur ça, donc c'est parce qu'en fait on a une collaboration possible avec Paris 6, on a essayé de monter un projet ensemble, on s'intéresse à ça, mais je pense qu'effectivement au niveau du cœur du réseau, il va falloir le configurer, l'adapter pour les besoins de cette application, et comme à mon avis la virtualisation des réseaux, c'est ce qui permet justement de configurer les cœurs des réseaux comme ça à la demande, beaucoup mieux en tout cas que dans le passé où on faisait ça de façon un peu dure. Là, vraiment à la demande, c'est à mon avis un bon atout pour justement que le cloud gaming puisse fonctionner. Après, comment le faire? Bon, là, il reste à regarder ça de façon plus pointue. Alors, merci.